Le vent poussait la fumée froide au-dessus de la colline, et les gens croyaient qu'il emportait non pas leur péché, mais leur inquiétude. Là où les connaissances faisaient défaut, on allumait des feux, et chaque feu semblait plus fort que n'importe quelle vérité. Bonjour à tous mes amis. Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et passez un bon moment à l'écouter. Je vous souhaite un moment paisible et passionnant. Le village était situé dans une cuvette entre un marais et une vieille route. Le marais fournissait de l'herbe. La route apportait des rumeurs. À l'époque où les chevaliers se disputaient au sujet des dettes et des terres, les paysans se disputaient au sujet du pain, de l'eau et de la douleur. À la cour du seigneur local, un nourrisson était récemment décédé, puis un autre était né faible. Les gens ont commencé à parler de malédiction. Bientôt, chaque murmure était pris pour une dénonciation, et chaque sac de racines séchées pour de la sorcellerie. Dans le village vivait une sage femme, Agatha. Sa maison était située à l'écart, entre un sol et un ruisseau. Elle aidait les femmes à accoucher et soignait avec des herbes, qu'elle avait appris à utiliser auprès d'une vieille mentor. Sa voix était calme et ses mains assurées. Parfois, elle recueillait chez elle des orphelins qu'elle rencontrait dans les auberges. C'est ainsi qu'un jour, elle accueillit une petite fille, Mira. Elle l'avait trouvée dans un panier près de la chapelle. Dans le panier se trouvait un morceau de tissu fin avec un motif de vigne et un petit signe en cuivre avec un trèfle à 3 feuilles. Agatha ne chercha pas à connaître la volonté d'autrui. Elle dit à ses voisins que toute vie méritait d'être prise en charge, même si elle avait commencé dans le mystère. La petite fille grandit, calme et attentive, mémorisant les odeurs des décoctions et l'ordre des herbes dans les bouquets. Agatha répétait que l'ignorance était plus dangereuse que l'obscurité, et Mira s'en souvint. Cet automne-là, un nouveau régisseur revint au village. Il s'appelait Oswald. Il savait compter l'argent, collecter les impôts et écouter les plaintes, de manière à ce que le plaignant reparte avec un sentiment de culpabilité. De plus, un inquisiteur itinérant arriva du nord, maigre, le regard fatigué. On l'appelait frère Sébastien. Il disait qu'il cherchait des signes de sorcellerie, mais il parlait sans crier, et c'est pourquoi on le craignait plus que ceux qui criaient. Oswald remarqua immédiatement que là où il n'y avait pas assez de céréales et trop de mécontents, il était plus facile de rétablir l'ordre par la peur. Il commença à répandre des rumeurs à voix basse. On avait vu des pierres noires dans l'auge d'Agatha. La fumée de sa cheminée ne sentait pas le pain. Les rumeurs se propagèrent et se courbèrent vers le sol, comme l'herbe avant la pluie. À la même époque, Thomas travaillait comme apprenti chez le forgeron. On le considérait comme un simplet. Il s'habillait mal, souriait rarement, mais réparait les harnais rapidement et proprement. Il avait souvent des parchemins avec des notes à portée de main. Le forgeron grognait que le fer n'avait pas besoin de notes. Thomas ne discutait pas, mais le soir, il se rendait dans la grange
et traçait au charbon de longues séries de signes sur une planche. Il avait autrefois servi comme scribe à l'abbaye et savait lire. Seules 3 personnes le savaient, lui-même, la vieille bibliothécaire du monastère et un voyageur de passage, qui, un jour, avait regardé par-dessus son épaule et lui avait dit que le silence était parfois plus fort que les mots. Thomas cachait son savoir, car dans ces contrées, la connaissance des lettres chez un pauvre semblait superflue, et ce qui était superflu suscitait des questions. Un soir, un jeune palefrenier du château s'est présenté chez Agatha. Il lui a remis une sacoche en cuir scellée du sceau du Seigneur et lui a dit que c'était un cadeau pour avoir aidé la femme de l'intendant. Agatha était surprise, mais le sceau était authentique, la cire n'était pas chaude, et elle n'a pas osé l'ouvrir en présence d'un étranger. Il partit, et ce n'est qu'alors qu'Agatha remarqua que la sacoche en cuir n'était pas neuve et que le sceau était trop parfaitement apposé sur le cuir usé. Mira proposa d'attendre le lendemain matin pour l'ouvrir. Agatha accepta, même si sa main se tendait vers le couteau. La même nuit, la vache de la veuve Marie disparut du village. Le lendemain matin, on trouva devant la porte d'Agatha un sac ouvert, et à côté, un bouquet de racines sèches de belladone, une poupée de charbon avec une aiguille et un petit sac contenant des cheveux. On reconnut la poupée et les cheveux. C'étaient ceux de la fille de la veuve. Oswald fit grand bruit. Il dit aux gens qu'il voyait clairement un lien entre le malheur et la sorcellerie. Frère Sébastien resta silencieux, mais ordonna de fermer la porte d'Agatha à l'aide d'un verrou et d'attendre. Il demanda qu'on lui amène Thomas, car il avait entendu dire qu'il avait l'esprit calme, et qu'un esprit calme valait mieux qu'une colère bruyante. Thomas est arrivé, a examiné la sacoche en cuir et a déclaré que le sceau était authentique, mais qu'il n'avait pas été apposé par la bonne main. Il a expliqué que les sceaux du château comportaient toujours une minuscule marque du graveur, une entaille à peine visible. Cette marque n'était pas présente. Il supposa que le sceau avait été prélevé sur une autre lettre, chauffé à la bougie et appuyé sur la vieille sacoche. Il dit également qu'à l'intérieur du rabat, on pouvait voir une trace de colophane, que le scribe du château n'utilisait pas. Oswald répondit que les pauvres n'avaient pas à se mêler des sceaux et ordonna de remettre Agathe à la justice de son frère Sébastien. C'est ainsi qu'un sac ordinaire est devenu une menace pour tout le village. Les gens murmuraient qu'Agatha voyait des ombres dans sa maison la nuit. Certains disaient avoir vu une femme vêtue de blanc près du ruisseau pendant la nuit, ce qui semblait important, même si on en voyait chaque automne. D'autres se souvenaient qu'Agatha connaissait une herbe qui empêchait son mari de boire pendant une semaine. Oswald amplifiait chaque murmure afin que la peur fasse le travail à sa place. Il comptait sur le frère Sébastien pour imposer la volonté générale, tandis que lui-même resterait celui qui ne faisait que son devoir. Frère Sébastien ne se pressait pas. Il a dit qu'il voulait voir toutes les herbes dans la maison d'Agatha, savoir d'où elles venaient et ce que la sage-femme avait donné à la femme du régisseur. Agatha montra les racines séchées
les feuilles, les graines et les potions. Elle raconta qu'elle avait donné à la femme souffrant de douleur une décoction de mélisse et de thyme, et qu'elle n'avait pas pris d'argent pour cela. Sébastien remarqua qu'il y avait d'autres herbes dans le sachet, près de la porte. Il ordonna à Thomas de noter leurs noms. Thomas les nota. Mira vit la main de Thomas écrire avec assurance les longs noms. Elle ressentit un pincement de fierté et d'inquiétude. À cette époque, toute assurance d'un pauvre était comme un feu dans le brouillard. Le soir venu, les frères gardes amenèrent la veuve Marie dans la salle du château. Elle raconta que sa fille était tombée malade après s'être disputée avec une amie près du puits. Les filles s'étaient disputées à propos d'un petit ruban. La veuve ajouta qu'elle connaissait la poupée de charbon, non pas par ouï-dire, mais parce que le forgeron en fabriquait pour éloigner les souris du grain. Thomas ne fut pas surpris, il les avait lui-même vues. Mais Oswald déclara que la poupée avait été fabriquée pour un rituel. Il fit venir un témoin, un marchand d'herbes de la foire. Le marchand a déclaré que Mira lui avait acheté des racines de belladone. Mira a répondu que ce n'était pas elle qui les avait achetées, mais le garçon de l'écurie, et qu'il lui avait demandé de ne rien dire, car il préparait une pommade pour frotter la selle. Le marchand a balayé ses propos d'un revers de main, déclarant que les visages se confondaient, mais que les pièces étaient identiques. Les gens dans la salle faisaient du bruit, les mots s'enchaînaient, mais cela n'ajoutait rien à l'essentiel. La nuit, une calèche s'arrêta devant les portes du château. Personne n'attendait de visiteurs. Une femme vêtue d'un manteau sombre sortit de la calèche. Elle portait au poignet un bracelet orné du trèfle à 3 feuilles. Elle s'appelait Éléonore. Elle était la veuve d'un marchand de la ville sur la rivière. Élinoire connaissait la valeur des rumeurs. Lorsque son mari était mort, les voisins avaient dit qu'il avait perdu sa fortune au jeu, alors qu'il était mort de fièvre. Elle était venue dans cette région pour ses affaires et s'était arrêtée au monastère, où elle avait entendu parler de l'affaire de sorcellerie. Élinoire demanda à rencontrer frère Sébastien et dit qu'elle était prête à verser une caution pour Agathe si nécessaire, et que son intérêt ne résidait pas dans la clémence envers la sage-femme, mais dans l'ordre des choses. Elle avait apporté un coffre contenant des papiers, des sceaux et de l'argent. C'était une invitée rare, une personne extérieure disposant de ressources qui intervenait non par peur, mais par conviction que l'ordre repose sur des règles claires. Frère Sébastien l'accueillit. Il lui demanda pourquoi elle se souciait autant de cette affaire. Eleanor répondit qu'une sage-femme anonyme l'avait aidée un jour et que depuis, elle voyait dans ce genre d'affaires un mauvais profit. Elle remarqua une fine entaille sur l'une des lettres du château et dit que les entailles du scribe de la ville étaient différentes. Sébastien regarda Thomas. Celui-ci avait déjà remarqué la même chose. Il ne prit la parole qu'après avoir posé une question et rapporté ses observations. Frère Sébastien ordonna alors d'apporter les anciennes lettres portant les sceaux du Seigneur depuis les archives. Thomas
les étala sur la table. Il expliqua que l'entaille sur le sceau authentique ressemblait à un petit éclat, alors que celle sur le sceau contesté n'en avait pas. Il souligna les différentes nuances de cire. Il dit que l'odeur était différente, un léger parfum de pin, comme si de la résine avait été mélangée à la cire. La bibliothécaire du monastère lui avait appris à sentir l'encre et la cire avec autant d'attention qu'un forgeron sent le charbon avant d'allumer son fourneau. Il était gêné de dire qu'il savait faire cela, mais il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, Eleanor examina le sac en cuir. Elle dit que ces sacs étaient fabriqués en ville par des relieurs à partir de peaux de chevreau. L'intérieur porte souvent de minuscules traces laissées par les agrafes qui maintiennent la peau pendant le séchage. Sur ce sac, les traces étaient différentes, comme s'il avait été autrefois attaché avec de la ficelle. Cela signifiait que le sac ne provenait pas du domaine du château. Les lignes devenaient plus claires, mais Oswald tenait bon. Il déclara que la falsification pouvait faire partie de la sorcellerie, et que donc Agatha était tout de même coupable. Alors, frère Sébastien ordonna de fouiller la maison du régisseur. Il expliqua qu'il le faisait pour rassurer tout le monde. Il dit que s'il n'y avait pas de traces de maladie causées par les herbes dans la maison, les soupçons s'évanouiraient. Il marchait lentement, comme s'il réfléchissait à voix haute. Chez la femme d'Oswald, il trouva la pommade pour sel. Mira en connaissait l'odeur. Le tonneau de pommade était ouvert. Il y avait également un petit flacon contenant de la rouille broyée. À côté, dans une boîte, se trouvait une pelote de crin de cheval. Tous ces objets étaient courants dans une écurie. Mais dans le coffre à linge, frère Sébastien trouva un bouquet de racines de belladone, une poupée de charbon identique et une mèche de cheveux attachée avec un ruban, comme celle de la fille de la veuve Mary. Oswald dit que quelqu'un les avait placés là. Le domestique jura que le coffre n'avait pas été ouvert sans la présence de la maîtresse de maison. La maîtresse pâlit et dit que Oswald rangeait souvent lui-même les affaires lorsqu'elle trébuchait sur les marches. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu se retrouver chez elle. Elle ajouta que récemment, il manquait un ruban pour la fille de la veuve dans le château, car celle-ci jouait avec sa fille et le ruban avait disparu. L'ombre de la torche sur le mur était régulière, mais les mots étaient irréguliers. Thomas ne s'empressa pas de porter des accusations. Il demanda à pouvoir inspecter la porte de la maison d'Agatha, l'endroit où le sac avait été trouvé. Il trouva une empreinte de fer à cheval à 3 points dans la terre. Seul un palefrenier de la région, le vieux Harald du château, utilisait ce type de fer à cheval et demandait des clous spéciaux aux forgerons. Thomas montra le clou qu'il avait dans sa poche. Il avait un petit chapeau incliné sur le côté à cause d'une tige tordue. L'empreinte de fer à cheval près du portail présentait exactement cette inclinaison. Il pouvait s'agir d'un cheval de l'écurie du château. Si le sac avait été déposé pendant la nuit,
quelqu'un du château était impliqué. Frère Sébastien ordonna de libérer Agatha de la maison, mais lui interdit de quitter le village avant la fin de l'enquête. Eleanor lui proposa de passer la nuit au monastère et lui apporta du pain, de l'eau et des bandages propres. Mira l'accompagna. À l'entrée du monastère, près de la vieille porte, se trouvait un berceau. Mira s'arrêta. Son visage arborait une expression qu'il était impossible de dissimuler avec les mains. Eleanor regarda le morceau de tissu fin orné d'un motif de vigne que Mira gardait toujours dans sa pochette. Elle dit qu'elle connaissait ce motif. Seules 3 maisons du quartier commandaient ce type de tissu, dont celle d'Oswald avant qu'il n'entre au service du Seigneur. Eleanor ne fit aucune supposition à voix haute. Elle demanda simplement à Mira de lui apporter le lendemain le seau en cuivre avec le trèfle. Mira le lui apporta. Elinor sortit de son coffret un seau identique, mais qui présentait une rayure sur l'autre face. Elle dit que ces seaux avaient été remis à la famille de sa sœur. Sa sœur avait disparu il y a de nombreuses années, et son enfant avait disparu avec elle sur le seuil d'un couvent. Elinor ne finit pas sa phrase, mais ses yeux s'alourdirent. Mira comprit avant même qu'elle ne parle. Elle avait remarqué un jour qu'Elinor avait les mêmes doigts fins et la même fossette au menton qu'elle. Ce détail insignifiant cessa soudain d'être anodin. C'est ainsi que se révéla leur premier lien caché. Ce n'était ni une joie ni un malheur, c'était l'explication qui manquait. Elinor demanda à son frère Sébastien de vérifier les archives du monastère pour les années où l'enfant avait été trouvé à la porte. Dans le registre de cette année-là, il y avait plusieurs mentions d'enfants abandonnés. L'une d'elles était marquée d'un trèfle dessiné à l'encre. Le scribe avait ajouté que l'enfant était accompagné d'un tissu orné d'une vigne. Ainsi, le puzzle s'assemblait. Elinor acquiesça discrètement. Elle n'exigea rien. Elle dit seulement qu'elle comprenait maintenant pourquoi elle s'était sentie attirée par cette affaire. Elle demanda la permission de s'occuper de Mire après la fin du procès et promit que la petite fille ne perdrait pas la maison d'Agatha. Frère Sébastien accepta, mais rappela qu'il fallait d'abord disculper Agatha. Pendant ce temps, Oswald préparait la dernière étape. Il pensait pouvoir conserver le pouvoir s'il apportait dans la salle un autre sac contenant des preuves compromettantes. Il ordonna au palefrenier de déposer le paquet dans la grange près de la forge pendant la nuit. Le palefrenier avait peur, mais il prit l'argent. À l'aube, Thomas remarqua des traces fraîches de fer à cheval à 3 pointes et attendit dans l'ombre. Il vit un jeune garçon de service qui portait un petit sac. Thomas ne l'attrapa pas. Il passa à côté de lui et lui dit que si le sac tombait, cela aurait de mauvaises conséquences. Le garçon prit peur et avoua qu'on lui avait demandé de déposer le sac sur le seuil. Il dit que c'était Oswald qui lui avait donné le sac et lui avait demandé de murmurer que cela venait de la sorcière. Thomas emmena le garçon chez son frère Sébastien. Sébastien demanda qu'on lui apporte le sac. À l'intérieur se trouvaient les mêmes herbes et la même poupée. Un ruban était accroché au nœud.
celui qui manquait à la fille de la veuve Marie. Le ruban avait été noué à la hâte. Des traces de graisse étaient visibles sur le tissu. Éléanore les regarda et dit que c'était de la graisse provenant d'une pommade pour sel. À midi, les gens se rassemblèrent au château. Frère Sébastien exposa tout calmement, comme il savait le faire. Il dit que les preuves se répétaient avec une précision impossible à attribuer au hasard. Il a dit que le sac trouvé à la porte de la sage-femme n'était pas le sien, que le ruban du nœud provenait de la maison du régisseur, que les poupées avaient été fabriquées à la forge pour le grain et non pour être détruites. Il a ajouté que les traces de fer à cheval menaient à l'écurie du château et que le garçon avait reçu de l'argent pour déposer le sac. Oswald a tenté de contester. Il a dit que l'inquisiteur avait été trompé. Thomas a alors sorti une feuille de parchemin avec ses notes, où étaient soigneusement consignées les différences entre les seaux, la description de la cire et la liste des herbes trouvées dans la maison d'Agatha et dans le coffre de la femme du régisseur. Il expliqua que les herbes d'Agatha étaient sans danger pour les femmes après l'accouchement, tandis que celles d'Oswald étaient puissantes et dangereuses si elles n'étaient pas dosées correctement. Il montra comment une herbe pouvait colorer l'eau d'une teinte brunâtre si elle était infusée trop longtemps. Il prouva que les potions avaient été placées là intentionnellement. Thomas n'était pas un noble, il était apprenti, mais ses connaissances se sont avérées plus fortes que le statut social. C'est ainsi qu'un talent caché s'est révélé contre le statut social. Frère Sébastien a demandé à Oswald pourquoi il n'avait pas signalé la caution qu'Eleanor avait proposée pour Agatha. Oswald a répondu qu'il voulait attendre que la situation soit plus claire. Puis, un vieux gardien est sorti de la foule et a déclaré qu'Oswald lui avait ordonné de fermer la guérite pendant la nuit et de ne pas sortir avant l'aube. C'était étrange en ce jour où tout le monde avait peur. Le gardien ajouta que le palefrenier était parti vers le marais et était revenu à minuit. Le tableau se composait peu à peu. Mais à ce moment-là, un événement survint qui faillit tout interrompre. Un chevalier flamboyant venu des terres voisines entra dans la cour, accompagné de plusieurs compagnons d'armes. Il dit avoir apporté une lettre confirmant la présence de sorcières dans le village. Il déclara avoir vu la nuit une lumière et une ombre dans la fenêtre de la maison d'Agatha, et que l'ombre dansait comme dans une scène macabre. Il dit avoir reçu l'ordre de son Seigneur, qui était ami avec notre Seigneur, et que ces abominations devaient cesser. Les gens furent pris de peur. Oswald s'anima. Il déclara que c'était là la preuve. Frère Sébastien demanda à voir la lettre. Thomas demanda calmement la permission de sentir la cire. Le chevalier rit. Eleanor dit qu'elle était prête à parier 100 pièces que la cire ne provenait pas de ce seau. Le chevalier fronça les sourcils et rendit la lettre. Thomas le sentit. Il dit que la cire sentait l'encens, comme dans une église, mais que le sceau du seigneur voisin utilisait toujours de la cire d'abeille mélangée à du miel de fleurs des champs. L'encens n'était utilisé que dans les lettres adressées à l'évêque. Le chevalier
ne connaissait pas ces subtilités. La lettre était manifestement un faux. Ainsi, un étranger, un chevalier qui aurait pu devenir bourreau, devint le témoin involontaire de sa propre imprudence. Il n'était pas mauvais. Il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Mais ce jour-là, ce n'était pas seulement la force qui était entrée dans la salle, mais aussi le contrôle. Et les Noirs lui fit signe de s'éloigner, et il s'éloigna. Elle expliqua que les grands hommes, comme les petits, pouvaient se tromper, et que la force sans clarté était aveugle. Le chevalier acquiesça silencieusement et ordonna à ses hommes de retirer leurs mains de leurs épées. Au même moment, la bibliothécaire apporta une nouvelle au monastère. Elle avait trouvé une note indiquant qu'il y a de nombreuses années, un bébé avait été abandonné devant les portes et qu'un mois plus tard, une lettre avait été apportée portant le sceau d'un homme nommé Oswald, qui servait alors dans la maison d'un riche marchand. La lettre disait que l'enfant devait être envoyé dans un orphelinat rattaché à un autre monastère. La note avait été conservée. Le sceau sur la lettre était le même que celui sur le sac litigieux. Cela signifiait que quelqu'un savait déjà, à l'époque, falsifier les sceaux au nom de ses supérieurs. Cela signifiait également que les destins des gens ne s'entremêlent pas à partir du jour où nous les rencontrons, mais bien avant. La veuve Marie a raconté à frère Sébastien qu'il y a de nombreuses années, son défunt mari était palefrenier chez le marchand qui employait le jeune Oswald. Il avait dit un jour que son patron avait une sœur qui avait disparu. Les gens murmuraient qu'elle avait été envoyée secrètement dans un couvent pour accoucher. Ce détail semblait être une rumeur. Mais maintenant, à côté, se trouvait un tissu avec une vigne et un cygne avec un trèfle à 3 feuilles. Il s'avérait que Mira était la nièce d'Élinoire, la fille de cette même sœur. Ainsi, le lien de parenté est devenu le nœud de la décision. Le soir venu, frère Sébastien annonça que les accusations contre Agathe étaient levées. Il dit qu'il fallait maintenant s'occuper de ceux qui avaient attisé le feu par peur. Il ordonna que Oswald soit détenu jusqu'à ce que le Seigneur examine l'affaire. Les gens poussèrent des cris de soulagement, mais ne se dispersèrent pas. Tous attendaient la suite des événements. Il ne restait que peu de lumière avant la tombée de la nuit. À ce moment-là, un autre événement s'est produit. Un homme discret, dont on se souvient généralement en dernier, s'est avancé. C'était Harald, le palefrenier. On le considérait comme un râleur. Il s'asseyait souvent près de la porte et disait que la vie enseignait moins bien que le fouet. Personne ne s'attendait à ce qu'il agisse. Mais il a dit qu'il en avait assez d'avoir peur. Il a avoué que Oswald lui avait ordonné de placer des objets dans la maison d'Agatha et dans le coffre de sa femme. Il a dit qu'il avait accepté parce qu'il avait peur de perdre son gagne-pain. Il a montré l'argent qu'il avait caché sous une pierre. Personne ne s'attendait à ce qu'il avoue. Il était sous-estimé, considéré comme un bon à rien. Mais à ce moment-là, il est devenu celui qui a fait pencher la balance. C'est ainsi qu'est apparu le héros méconnu
qui, au moment opportun, a fait le bon choix. La nuit tomba rapidement. Les gens rentrèrent chez eux, mais dormirent mal. Certains craignaient que tout ne bascule à nouveau le lendemain. D'autres espéraient que tout était fini. Agatha était assise près de la fenêtre de la cellule du monastère. Mira dormait à côté d'elle, serrant contre sa poitrine un signe en cuivre. Elinor les regardait toutes les deux comme les deux moitiés d'une même réponse. Dans ses yeux, il n'y avait ni victoire ni défaite. Il y avait du soulagement et de la prudence. Elle connaissait le prix des accès de colère de la foule. Au petit matin, le Seigneur lui-même arriva au château. Il était accompagné de 2 conseillers et d'un scribe. Il avait l'air fatigué. Il venait de perdre un bébé et craignait d'en perdre un autre. Il dit à frère Sébastien qu'il voulait des explications claires. Il écouta toute l'histoire du début à la fin. Il apprit l'existence des sceaux, du ruban, du palefrenier, de la fausse lettre et de l'étrange parenté. Il écouta en silence et n'interrompit pas. Puis il ordonna qu'on lui amène Oswald. Oswald resta ferme. Il dit qu'il avait tout fait pour le bien de l'ordre. Il déclara que sans son intervention, la saleté se serait répandue. Il ajouta qu'aucun pouvoir ne pouvait se maintenir sans la crainte, car les gens étaient paresseux et cupides. Ses paroles n'étaient ni bruyantes ni vives, mais on y sentait la fatigue d'un prédateur à qui on avait empêché d'achever sa proie. Le Seigneur répondit brièvement. Il dit que l'ordre ne repose pas sur la peur, mais sur la prévisibilité. Il ajouta que si un sujet ne sait pas à quoi s'attendre de la part du pouvoir, il cherchera de l'aide dans les rumeurs. Les rumeurs ne nourrissent jamais. Le Seigneur condamna Oswald à l'exil de ses terres, avec confiscation de la moitié de ses biens au profit du monastère et des veuves. Il déclara qu'il resterait en vie, mais qu'il serait privé de la possibilité de diriger des hommes. Il ordonna que l'argent que Oswald avait versé pour le faux soit restitué au trésor communal. Il ajouta que la femme et les enfants d'Oswald resteraient sous protection, car la faute d'un seul ne devait pas retomber sur tous. C'était une décision qui ne découlait pas de la vengeance, mais d'un choix clair. Après cela, le Seigneur s'adressa à Agathe. Il lui demanda de poursuivre son travail et déclara qu'à partir de maintenant, toutes les sages femmes et herboristes de la région seraient inscrites sur une liste tenue par le monastère. Il ordonna que des règles soient établies. Toute accusation portée contre une sage-femme devait être accompagnée d'une vérification des herbes et des témoignages d'au moins 3 femmes qui avaient reçu de l'aide et étaient restées en vie et en bonne santé. Il ajouta que l'inquisiteur serait présent lors de ces affaires, non pas en tant que juge, mais en tant qu'observateur, afin de distinguer la peur du mal. Frère Sébastien acquiesça. Il savait qu'il valait parfois mieux rester à l'écart pour mieux voir. Elinor demanda la parole. Elle dit qu'elle prendrait en charge le fonctionnement d'une petite école rattachée au monastère, où les filles pourraient apprendre les herbes, l'écriture et le calcul. Elle ouvrit son coffre contenant son argent et ses papiers
et montra les lettres qui lui donnaient le droit de fonder des refuges et des entrepôts. C'était ce bienfaiteur inattendu, mais cette fois, son action était évidente. Les gens étaient surpris. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'une femme étrangère règle les affaires aussi facilement. Mais l'argent et les lettres étaient authentiques. Le scribe vérifia les sceaux. Thomas les regardait et souriait comme s'il regardait son propre métal. Le Seigneur remarqua les parchemins de Thomas et demanda d'où venait le talent de l'apprenti. Thomas raconta son histoire à propos de l'abbaye et de la bibliothécaire. Il ne se plaignit pas et ne se vanta pas. Le Seigneur dit qu'il était injuste de cacher un œil qui voyait les entailles et qu'un homme qui savait lire ne gênerait pas le travail du fer. Il proposa à Thomas le poste d'assistant scribe au château avec le droit de retourner à la forge quand il le souhaiterait. Thomas fut embarrassé. Le forgeron lui donna une tape sur l'épaule et lui dit que le fer ne serait pas offensé si son apprenti devenait plus intelligent. C'est ainsi qu'un talent caché obtint un poste qui bouleversa la hiérarchie sociale. Agatha demanda que Mira ne soit pas emmenée de force. Eleanor promit de ne pas la prendre de force. Elle dit qu'elle était prête à rester à ses côtés, comme une tante, et que Mira pouvait vivre chez Agatha aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Mira voulait comprendre qui elle était. Elle était attirée par Eleanor, mais le lien qui l'unissait à la maison près du sol était plus fort. Elles ont décidé que Mira resterait chez Agatha et qu'elle irait en ville pendant l'hiver pour étudier les herbes à l'hôpital que Eleanor dirigeait. C'était une décision qui réunissait les deux rives. Pendant ce temps, la veuve Marie amena sa fille. La petite fille se remettait. Agatha lui donna une décoction amère et lui dit qu'elle devait boire beaucoup d'eau après. La veuve pleura sans crier. Elle dit qu'elle avait pensé au pire. Elle avait honte des paroles qu'elle avait prononcées pendant la nuit. Agatha répondit que l'eau emportait non seulement les cendres, mais aussi la culpabilité, si elle suivait son cours. La veuve comprit. Elle apporta un sac de farine au monastère. Le village reprenait lentement le cours normal de sa vie. Mais la vie normale avait déjà changé. Les femmes avaient cessé de cacher des bouquets d'herbes dans les niches des poêles. Elles les faisaient sécher à la vue de tous afin qu'il n'y ait plus lieu de chuchoter. Le monastère afficha une liste d'herbes accompagnée d'explications simples. Il y était écrit que la belladone était dangereuse à forte dose, mais que, entre des mains expertes, elle soulageait les douleurs intenses de l'accouchement, que les poupées de charbon étaient utiles contre les souris, que le ruban sur les nœuds n'était pas une malédiction, mais simplement un ruban. Les gens lisaient à voix basse, puis à haute voix à ceux qui ne savaient pas lire. Le soir, Thomas se tenait à la porte et expliquait. Il parlait aussi calmement qu'il forgeait un fer à cheval. Frère Sébastien partit peu après. Il laissa une lettre au Seigneur, dans laquelle il écrivait qu'il avait vu dans ce village à quel point l'ignorance était effrayante et à quel point le mensonge était simple si on ne le vérifiait pas. Il ne renia pas son service, mais comprit que les ténèbres ne vivaient pas dans les herbes, mais dans la peur.
Il recommanda d'éloigner les gens des feux de joie et de les installer à des tables avec des livres sur les herbes. Ces paroles n'étaient pas fortes, mais elles furent entendues. Le Seigneur griffonna une petite note dans ses appartements. Dans les affaires concernant les sages-femmes, il fallait d'abord démêler le nœud, puis allumer la bougie. Un jour, un jeune chevalier arriva au village. C'était celui qui avait apporté la fausse lettre. Cette fois-ci, il apportait d'autres nouvelles. Il dit que son maître avait ordonné de punir le faux-semblant des sots aussi sévèrement que le vol dans une église. Il ajouta qu'il avait apporté un cadeau pour l'école du monastère, une boîte de parchemin et des encriers. Les gens souriaient prudemment, car ils ne croyaient pas facilement. Le chevalier les comprit et ne s'offusqua pas. Il demanda au forgeron une simple ferrure et dit qu'il voulait se souvenir des 3 points qui pouvaient trahir n'importe quel cheval. Le forgeron lui donna une ferrure sans point et dit qu'il valait parfois mieux laisser le vide tel quel. Plusieurs mois passèrent. La neige recouvrait les toits d'une couche uniforme. Sur l'étagère d'Agatha se trouvait une nouvelle potion, avec une étiquette. Elle indiquait en lettres régulières à qui et comment la prendre. Mira revint de la ville avec un petit livre qui décrivait en langage simple les douleurs et les herbes. Ce livre avait été écrit par les frères du monastère pour les femmes et édité par Elinor. Sur la première page figurait un symbole représentant un trèfle à 3 feuilles et une vigne. Ce n'était pas un blason, mais un souvenir. Par une claire nuit d'hiver, Mira était assise près de la fenêtre et réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé. Elle avait l'impression de marcher sur un sentier étroit où chaque pas était guidé par de petits indices qui lui semblaient auparavant insignifiants. Le tissu à motifs, le signe en cuivre, l'étrange entaille sur le seau, l'odeur de la cire, le ruban sur le nœud, l'affaire à cheval à 3 points, la confession du palefrenier, les notes obstinées de Thomas, la participation silencieuse d'Élénore. Aucun tournant n'était tombé du ciel. Chacun avait été préparé par le choix de quelqu'un, l'erreur de quelqu'un, la perspicacité de quelqu'un. Elle se souvint des feux sur la colline. On allumait encore parfois des feux pour les fêtes d'hiver, mais désormais, les gens disaient que le feu servait à éclairer et à réchauffer, et non à accuser les autres. Quand quelqu'un murmurait à propos d'un nouveau malheur, on lui demandait d'apporter des faits, et non de la peur. Si quelqu'un se plaignait d'une herboriste, on examinait la plainte devant tout le monde, et non dans un coin sombre. Cela suffisait pour que les fumées au-dessus de la colline deviennent plus rares et plus calmes. Un jour, un homme vêtu d'un manteau vint chez Agatha. Il se tenait sur le seuil et tenait un petit paquet contre sa poitrine. Il dit que sa femme était sur le point d'accoucher et qu'il avait peur, comme son père avait eu peur autrefois. Sa voix tremblait. Agatha prit le paquet. Il contenait une icône et un petit couteau. L'homme raconta que son père avait autrefois participé à une expédition secrète, au cours de laquelle quelqu'un avait été contraint d'abandonner son enfant devant les portes
d'un monastère. Il dit qu'il vivait avec cette peur. Il ne demanda pardon pas à ceux qui pouvaient lui pardonner, mais à ceux qui continueraient à vivre. Agatha ne jugea pas. Elle dit que désormais, l'accouchement serait son affaire, et les péchés, l'affaire de ceux qui les portaient. Mira se tenait à côté et sentait que les cercles sur l'eau s'estompaient lorsqu'on y jetait la pierre de la vérité. À ce moment-là, Thomas était assis à table, une plume à la main. Il notait le récit du vieux gardien sur la façon de reconnaître un sceau authentique. Il faisait de ces récits de brèves notes pour l'école. Il n'aimait pas les grands mots et les longs discours. Il savait apprécier les petites choses. Quand on lui demandait pourquoi il notait tout, il répondait que la mémoire des gens était courte, mais que le papier était patient. Il n'était pas attiré par le pouvoir. Il lui suffisait que personne ne cherche plus de poupées de charbon dans les sacs de céréales à la forge, et que l'on ne laisse plus de bébés abandonnés à la porte à cause de la peur des autres. Il savait que sa connaissance des lettres avait un jour sauvé non seulement Agatha, mais aussi la possibilité même de dire la vérité à voix basse. Elinor continuait à venir. Elle n'essayait pas de devenir la maîtresse de ses terres. Elle aidait l'école et l'orphelinat, veillait à ce que les sages-femmes soient rémunérées et ne reçoivent pas seulement des remerciements. Elle s'asseyait parfois près du puits avec Mira. Elle ne parlait pas de sang. Elle parlait de fer à cheval et de seaux, d'herbe et de mesure. Il y avait là plus de tendresse que dans n'importe quelle déclaration grandiloquente. Eleanor savait que sa famille avait été brisée par la peur et l'intérêt personnel, et que le mieux qu'elle puisse faire était d'empêcher d'autres familles de se briser aussi facilement. Senior changeait lui aussi. Il n'était pas devenu un saint. Il restait un homme avec ses faiblesses. Mais désormais, lorsqu'on lui apportait une dénonciation, il demandait au scribe de sortir le livre des herbes et de consulter la sage-femme. Si celle-ci ne connaissait pas la réponse, une autre lui apprenait. Les gens s'habituaient à une idée simple. Mieux vaut vérifier que de brûler. Un an plus tard, un garçon naquit dans le village. On le nomma en l'honneur de son grand-père maternel. Il était robuste et en bonne santé. Toute la nuit, on entendait le bruit léger de pas près de la maison. À midi, le chevalier, celui-là même qui avait apporté la fausse lettre, puis la boîte de parchemin, jeta un œil par la fenêtre. Il tenait dans ses mains une bourse remplie de pièces de monnaie et dit, par l'intermédiaire du scribe, que c'était un don pour l'école pour l'hiver. Il ajouta qu'il avait entendu dire que dans cette école, on enseignait que la peur était mauvaise conseillère, et qu'il voulait que ces gens le sachent dès leur enfance. Ces paroles furent rapportées de manière concise et claire. Parfois, des voyageurs venaient au monastère. Ils demandaient à passer la nuit et racontaient que dans les terres voisines, les choses se passaient différemment, qu'on y brûlait encore les herboristes. Alors, frère Sébastien, lorsqu'il était dans les environs, leur écrivait de courtes lettres
décrivant ce qui se passait dans ce village, et leur demandait de ne pas croire les premières rumeurs. Il n'est pas devenu l'ennemi de son ministère. Il en comprenait simplement mieux les limites. Il répétait une phrase. Avant de condamner, clarifier. Ces deux verbes ont sauvé plus d'âmes que les déclarations retentissantes. Le village s'en souciait. Il vivait comme avant, entre le marais et la route. Le marais continuait à fournir de l'herbe, la route a apporté des rumeurs. Mais près de la route, il y avait désormais un panneau avec une liste de règles simples. La première ligne disait qu'il fallait d'abord regarder une chose avant de la juger. La deuxième disait que si l'on parlait d'une sorcière, il fallait nommer l'herbe, le jour, la personne et le résultat. La troisième disait qu'il valait mieux arriver chaque jour au nez avec les mains propres et l'esprit clair. Ces lignes avaient été composées par Thomas. Il n'était pas un maître des belles paroles. Il savait composer des phrases claires. Mira demanda un jour à Agatha pourquoi les gens croyaient si facilement à la peur. Agatha répondit que la peur était plus facile que la réflexion. La pensée demande du temps, tandis que la peur ne demande qu'une ombre. Mira acquiesça et ne posa plus de questions. Elle se contentait d'avoir une tente, une maison près d'un sol, une école près d'un monastère et une route menant à la ville en hiver. Sa vie n'était pas devenue un conte de fées. Elle était devenue ordinaire. Et une vie ordinaire après la tempête semble être un cadeau. Au printemps, un nouveau malheur survint. Une épidémie se déclara parmi les chevaux de l'écurie. Les gens commencèrent à murmurer qu'il s'agissait d'une nouvelle malédiction. Mais cette fois, c'est la veuve Marie qui prit les devants. Elle dit avoir vu du vieux foin pourri dans les mangeoires. Elle demanda à Thomas de noter qu'il fallait changer le foin plus souvent. Elle a amené son frère, qui avait autrefois travaillé chez un éleveur de chevaux. Il a expliqué comment aérer les étables. La rumeur concernant les sorcières n'a même pas eu le temps de se propager. Les gens ont ri de leur récente peur, non pas méchamment, mais tranquillement. Il leur était désormais plus facile de vivre sans feu inutile. Cette histoire semblait simple. Elle ne comportait pas de miracle. Elle comportait des choix. Chaque rebondissement avait été préparé à l'avance. Un morceau de tissu avec une vigne et un cygne avec un trèfle ont conduit à la parenté. Un sac abandonné et un ruban négligé ont conduit à la révélation. Une fer à cheval spéciale avec 3 points a aidé à trouver le chemin. Le talent caché de Thomas a brisé l'échelle du statut social. L'intervention soudaine d'Élénore a changé le cours du conflit en une seule décision. La confession de Harald a transformé le méprisé en héros. Un sac ordinaire à la porte a transformé la vie du village en un thriller, en un acte. Mais tout est revenu à la normale, car il y avait des yeux, des oreilles et des mains qui ne voulaient pas brûler au lieu de comprendre. Sur la colline se trouvait toujours le vieux cercle de feu. Agatha s'y rendait parfois au crépuscule. Elle regardait les pierres sombres et pensait que le feu était bon pour le pain et la chaleur. Mira se tenait à côté d'elle et tenait un cygne en cuivre dans sa poche.
Éléonore était assise sur un banc au bord de la route et vérifiait les registres de l'école. Thomas revenait du château avec une liasse de nouveaux parchemins. Il marchait silencieusement, car il savait que des pas bruyants laissaient peu de place à la réflexion. Ils vivaient tous sans serments bruyants. Ils faisaient simplement leur travail, de manière à ce que la connaissance soit plus forte que la peur et la vérité plus compréhensible que la fumée. Et cela s'est avéré suffisant pour que le village au pied de la colline devienne un endroit où l'on fait sécher des herbes sur des feux, et non des destins.